Bonjour et bienvenue à ce cinquième webinaire des lundis de la parentalité. On est très heureuse de vous accueillir cet après-midi. On est ravis de recevoir Marthe Ducos, qui est psychologue spécialisée du coup dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, qui exerce notamment en oncologie à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Merci beaucoup d'être là. Euh, Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc aujourd'hui, on va aborder une question assez particulière. Comment vivre sa maternité alors que l'on traverse un cancer? C'est pas un parcours facile, mais il est possible d'y trouver du sens, de la force et du soutien. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pour rappel, ce format a pour but tous les premiers lundis du mois de donner des informations sur la parentalité au sens large aux patientes atteintes d'un cancer, mais aussi à leur entourage, conjoints, parents, amis, tout le monde est bienvenu. Ce webinaire n'est pas interactif, c'est pas le même format que nos rencontres en visio, les rencontres étonnantes. Donc, il durera une demi-heure et il sera disponible en replay sur YouTube et notre site internet. On vous demande donc, s'il vous plaît, de couper vos micros et vos caméras. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à l'issue de cette visio, vous pouvez nous les poser par mail. Je vous mettrai du coup le mail dans le chat, c'est l'ététonnante@generose.com ou sur le réseau et on y répondra au mieux. Si vous avez besoin d'échanger avec d'autres patientes, on a des ambassadrices présentes dans toute la France qui organisent des rencontres en physique sur leur territoire, en plus des rencontres animées télématiques en visio et de notre groupe privé Facebook uniquement destiné aux patientes. Et maintenant, du coup, on va donner la parole à Marthe Ducos, qu'on remercie encore vraiment très chaleureusement pour sa présence et on espère que son regard professionnel vous apportera. Donc, on va commencer tout d'abord par les ressentis qu'on peut ressentir en tant que jeune maman pendant le parcours de soins. Par exemple, quels ressentis on peut retrouver le plus souvent, par exemple, chez les jeunes mamans touchées par un cancer et notamment la notion de culpabilité qui revient quand même assez souvent. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi présente justement dans ce contexte? Alors oui, merci Sandra. C'est vrai qu'on peut retrouver la culpabilité chez les mamans atteintes de cancer et qui ont un enfant en bas âge, la culpabilité liée au fait de ne pas être présente comme avant. On peut aussi retrouver d'autres émotions, notamment la remise en question du rôle de maman, Mhm. qui est beaucoup à l'ordre du jour dans ces moments de maladie, et puis la peur pour sa santé, pour l'avenir de son enfant. Ce sont aussi des émotions qui reviennent et des ressentis qui reviennent pas mal. Il y en a bien d'autres, évidemment. Alors, la culpabilité, pourquoi? La culpabilité, elle est très liée à ce que on appelle en psychologie le concept de maternalité. C'est le processus psychique par lequel on devient mère et qui se trouve vraiment bousculé. En plus de ça, la femme atteinte de cancer peut aussi être dans un moment entraîné par le cancer de transparence psychique, qui est un autre concept utilisé en psychologie et qui est cette période très spécifique où l'inconscient vient beaucoup à la conscience et est très présent dans les moments dans la vie de tous les jours. C'est aussi renforcé par l'âge du bébé parce que la période de grossesse, la période juste après l'accouchement et l'accouchement en lui-même sont des périodes de transparence psychique où l'inconscient est très présent dans la tête des femmes. Donc la transparence psychique, elle est amenée et par le cancer et par le fait d'être maman. Donc finalement, c'est vraiment un double processus qui est à l'œuvre. Et donc ce que les femmes ressentent à ce moment-là, ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est légitime, complètement légitime, de par ces processus psychiques qui sont très activés. Et puis, évidemment, il y a le regard social, hein, le fait, ce que la société attend de la femme. Et notre société valorise plutôt la performance, la productivité, hein, là où finalement la question de la vulnérabilité n'a pas vraiment sa place. Super, merci beaucoup pour ces éclairages. Et dans la continuité, comment on peut expliquer aussi la baisse de confiance en soi et en ses compétences parentales, entre guillemets, pendant la maladie, parce qu'on se sent souvent un peu en décalage et des fois, en tant que jeune maman, j'imagine, on peut se sentir un peu pas forcément bien dans notre rôle de maman, ou en tout cas, on a l'impression de pas assez faire ou pas faire comme il faut, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? Oui, oui, tout à fait. Ce dont vous parlez là, c'est notamment le sentiment d'auto-efficacité parentale, hein, de l'auto-efficacité parentale, qui est cette croyance en la capacité de répondre aux besoins de son enfant et qui se trouve fragilisée, non pas par un manque réel de compétences, mais bien par un contexte qui est exceptionnel et éprouvant, qui est le cancer. La maladie, elle entraîne vraiment une perte importante de repères hein, dans la vie quotidienne et souvent les mamans se comparent aux autres
à celles qui sont finalement en pleine possession de leurs moyens et donc elles se sentent moins capables. Ce qui est plutôt lié à un environnement et à quelque chose d'extérieur en fait, et non pas à elles. Mais elles se l'accaparent à elles en fait. Ok, donc quel conseil du coup tu peux donner pour mieux, enfin, pour permettre du coup à ces jeunes mamans, ces personnes qui peuvent ressentir ce sentiment, de mieux les accueillir, ces émotions sans se juger, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Oui, tout à fait. Alors, une des premières choses, ce que vous venez de dire, c'est nommer vraiment ces émotions, hein, pour mieux les reconnaître, les apprivoiser et puis aussi les faire reconnaître à l'autre, les transmettre à l'autre. Hein. Plus on va oser nommer ces émotions, plus l'autre va être en capacité, pardon, de les entendre et de les comprendre. Plus il va être capable de ça, l'autre. La maternité parfaite n'existe pas, hein. C'est Winnicott qui disait qu'il suffit d'une mère suffisamment bonne, hein. Il employait ce terme de suffisamment bonne, donc pas parfaite en fait, hein. Et puis se dire aussi que c'est la présence affective en fait qui est la plus importante par rapport à la quantité, c'est-à-dire que la qualité est plus importante que la quantité. La qualité, les moments précieux, plus que finalement la performance, hein. Et puis peut-être aussi on peut conseiller, hein, de se donner de la bienveillance et je dis souvent aux femmes de se parler comme si elles parlaient à leur meilleure amie. En fait, d'essayer d'être voilà suffisamment bonne aussi avec elles, leur meilleure amie dans une telle situation, qu'est-ce qu'elle pourrait dire, hein, voilà, hein, d'essayer vraiment d'être bienveillante vis-à-vis d'elle-même, et puis évidemment hein, de chercher du soutien, qu'il soit amical, psychologique ou associatif, hein, puisque aujourd'hui, Jeanne et Rose, nous sommes là pour échanger aussi de ça. Merci beaucoup. Effectivement, être douce et bienveillante envers soi-même et surtout savoir du coup demander du soutien envers des personnes de notre entourage, en tout cas des personnes ressources. Et justement, s'il y a une personne ressource qui est en contact régulier, en tout cas qui est proche d'une jeune maman, est-ce qu'il y a des signes que l'entourage peut repérer, des signes un peu d'alerte ou des choses qui peuvent bah, du coup nous faire, nous en tant que personnes ressources, tirer un peu dans le sonnet d'alarme de OK, il y a peut-être quelque chose qui va pas et qu'est-ce que je peux faire si enfin, quels peuvent être les signes d'alarme et qu'est-ce que je peux faire du coup par rapport à ça en tant que personne soutenante d'une jeune maman pendant un cancer. Oui, oui, tout à fait. Alors, vu de l'extérieur, il y a plusieurs signaux hein, qu'on peut repérer. L'irritabilité, le fait d'avoir des difficultés à s'occuper aussi de son enfant. Ça, c'est des signaux qu'on peut facilement identifier. L'épuisement aussi, voilà, se voit. Une personne aussi qui va se replier un peu sur elle-même, s'isoler de plus en plus. Voilà, ça peut donner des signaux d'alarme. Après, la maman elle-même, qui est à l'écoute d'elle-même, peut aussi repérer des choses. Et là, je pense, quand les mamans arrivent à se sentir impuissantes, en fait, Mm. c'est un signal qui est fort et dont il faut parler à quelqu'un. Voilà, quand on se sent impuissant face à tout ce qui nous arrive, pour essayer de retrouver un peu de contrôle grâce à un soutien autour de soi. Et puis, voilà, une chose qui est vraiment très importante, hein, c'est peut-être, enfin, c'est sûrement même les idées noires, hein, le fait, voilà, de penser énormément à la mort, d'avoir plus ou moins un scénario, hein, en rapport avec ces idées noires. Ça, c'est voilà, une chose dont il faut absolument parler à quelqu'un, qu'il soit ami ou professionnel. Donc, quand il s'agit de l'environnement amical, hein, puisque vous disiez ça tout à l'heure, ou de l'environnement associatif, et quand il y a voilà, des idées noires ou des choses qui sont très marquées, il ne faut pas hésiter à s'adresser à un professionnel, à relayer vers des professionnels qui ont l'habitude d'accompagner voilà, ces situations. Super, merci beaucoup pour la précision. Et du coup, au niveau du quotidien, qui est complètement nouveau, avec l'arrivée de la maladie, avec les enfants, comment est-ce qu'on peut aborder la question de la maladie justement avec ses enfants? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Si oui, comment? Oui, c'est une question très, très intéressante, très pertinente. Quand on pense aux jeunes enfants,
et à la maman dans une situation de cancer. Moi, ce que je propose souvent, c'est de toujours interroger l'enfant avant de parler. Toujours demander à son enfant qu'est-ce qu'il a compris de la situation dans laquelle se trouve cette maman. Parce qu'évidemment, l'enfant, il a entendu tout un tas de choses et il sait parfois des choses selon son âge, selon son niveau de compréhension. Donc, toujours interroger l'enfant avant de lui faire des annonces. Et puis, c'est une de mes collègues, hein, Madame Landry Daté, qui dit la vérité avec des mots gentils. Voilà. Hmm. Toujours dire la vérité avec des mots gentils, adaptés à l'âge de l'enfant. Attention aux mécanismes de protection, hein. Souvent, les parents se trouvent dans une situation où ils veulent protéger leurs enfants et donc ne pas trop en dire. Mais en fait, c'est un peu l'effet contraire qui se produit. Les enfants ont besoin, ont droit à une certaine vérité et s'inquiètent plus de ce qui pourrait ne pas être dit que ce qui pourrait être dit et qui est pourtant voilà, grave et inquiétant hein, quand il s'agit de cancer. Mais de vouloir trop les protéger est en fait contre-productif. Alors évidemment, pour parler à son enfant, c'est en fonction de vos capacités en tant que mère et que père, de vos possibilités, mais aussi tenir compte des besoins de l'enfant, voilà, de son besoin aussi de savoir pour pouvoir comprendre la situation qu'il traverse lui aussi, hein, même s'il est à côté, il la traverse avec sa famille. Alors pour ce qui est des annonces, on peut faire avec de l'appui, hein, évidemment, ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien professionnel. Ce que je conseille souvent aussi aux mamans, c'est de parler, elles, de leurs émotions pour que leur enfant puisse parler, hein. En général, si on parle, l'enfant parle, hein. Voilà, il s'autorise en fait à parler. Et vraiment, ce que je pense très important, c'est pas ce qui est dit qui est traumatique, mais ce qui n'est pas dit, hein. Ce que l'enfant suppose, ce que l'enfant, voilà, fantasme dans sa vie imaginaire de ce qu'il s'imagine. Et évidemment, bah, tout ce qui est la maladie, on peut l'imager, on peut utiliser des histoires, on peut utiliser des symboles. C'est ce que je disais là au début, la vérité avec des mots gentils. Voilà, il faut pas hésiter à nommer les choses, hein. Moi, je le dis assez facilement aux mamans. Après, en fonction voilà des compétences et de ce que la maman peut faire aussi à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est bien de le repréciser. Et justement, comment on peut gérer les émotions des enfants face à un parent malade? Est-ce qu'il y a... Ça peut être Oui, un tout à peu... fait. ouais. Alors, donc, souvent, les enfants, finalement, traversent une culpabilité, hein, eux aussi. On parlait tout à l'heure de la culpabilité de la maman. Souvent, les enfants traversent une culpabilité parce qu'ils peuvent s'imaginer que le cancer est lié à leur comportement ou à quelque chose qu'ils auraient pu faire, etc. Et on dit souvent que sa vie imaginaire est finalement pire que la réalité. C'est pour ça qu'il faut parler aux enfants hein, de données plutôt objectives aussi, hein, voilà, de données médicales. Alors, pour ce qui est de la charge émotive de l'enfant, il faut dire les choses évidemment en tenant compte de sa charge émotive et en tenant compte aussi de celle de la maman. Voilà, trouver un juste milieu. Les enfants ont des longues oreilles qui traînent sous les couloirs, donc ils savent beaucoup de choses, mais tenir compte voilà, des possibilités de chacun. On peut parler des émotions avec l'enfant, avec la roue des émotions, qui est un outil qui est très utile et que chaque famille peut fabriquer à la maison, hein, tout simplement avec une roue où on met les différentes émotions et où l'enfant peut dire dans quelle émotion il se situe en ce moment. Pareil pour le parent. On peut aussi utiliser la couleur des émotions, c'est assez facile avec le rouge en colère, voilà. Ça parle souvent aux enfants en fonction de leur âge aussi, hein. Et puis, toujours tenir compte qu'il y a des peurs et des émotions qui sont aussi intimes à l'enfant et que parfois elles sont pas toujours partageables, mais voilà, en fonction de ce qui est possible, quand on partage une émotion, elle est en général plus légère à porter. Toujours se dire que derrière les émotions de l'enfant, il y a des besoins, derrière les émotions de chacun d'ailleurs, hein, même de nous, il y a des besoins. Je parlais là tout à l'heure de la colère, et en général, la colère correspond à un besoin d'être considéré, hein, d'être voilà,
considéré peut-être en tant qu'enfant, peut-être en tant que plus grand, voilà. Toujours tenir compte de ça, du besoin qu'il y a derrière l'émotion. On pourrait dire pareil de la peur, hein. Souvent, il y a un besoin d'être sécurisé, hein. Et donc, en fait, quand on entend cette émotion, on peut aussi répondre aux besoins qu'il y a derrière. Mm. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour maintenir un lien avec son enfant malgré la fatigue ou les soins, par exemple? Est-ce que c'est utile d'impliquer les enfants dans le parcours de soins? Mhm. Alors, pour ce qui est voilà, de comment on fait au quotidien avec les enfants, je dis souvent aux parents, il y a, alors, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est pas vrai, ça demande souvent beaucoup d'énergie, hein, quand une femme est en traitement, etc. Mais juste se demander comment ça va, hein, maintenir le dialogue avec son enfant. Je dis souvent que c'est pas, la quantité, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est plus la régularité, la qualité des liens. Et puis, s'il y a une discontinuité, s'il y a une hospitalisation, s'il y a des absences liées, voilà, à des besoins de repos, expliquer ces discontinuités à l'enfant. Il n'y a pas de mauvaise maman dans toutes ces situations. Il y a juste des mamans qui font au mieux qu'elles peuvent. Et ça, c'est vraiment très important de toujours se le rappeler. Voilà, que dans toutes les situations, en fait, du temps qu'on explique à l'enfant, qu'on prend du temps aussi pour savoir comment lui il vit les choses, c'est déjà répondre à beaucoup de ses besoins et essayer aussi, voilà, de réguler les émotions qui sont liées à cette situation. Après, concernant le parcours de traitement, bon, il y a des mamans, voilà, qui montrent facilement. Alors, je pense évidemment au cancer du sein. Il y a des mamans qui montrent facilement. Ben, le sein, il y a d'autres mamans qui ne montrent pas, ça appartient un peu à l'intimité et au rapport au corps de chaque famille. À chaque famille, voilà, est très différente, donc ça dépend. Mais je pense aussi à l'alopécie, hein, voilà, les cheveux, il y a des mamans qui montrent, il y a d'autres qui ne montrent pas, il y en a qui prennent beaucoup d'attention de voir ce que souhaite l'enfant, mais je leur dis, vous voyez aussi ce que vous êtes capable de faire, avec quoi vous êtes à l'aise, et l'enfant, lui, il pourra suivre du temps que vous êtes à l'aise aussi avec ça. Mais après, voilà, c'est vraiment fonction de chaque femme et de chaque situation, de chaque enfant. Mais je répète, là aussi, c'est pas ce qui est vu qui est traumatique, hein, que ce soit l'alopécie, que ce soit l'absence d'un sein, etc. C'est plus ce qui n'est pas vu, ce qui est imaginé, ce qui est, voilà, ce qui est tenu à l'écart de l'enfant qui peut être traumatique. Je dis pas que ça l'est, mais ça peut. Et puis, ce que je dis aussi souvent, c'est important pour l'enfant de voir les lieux de soins de son parent, de visualiser où son parent vient faire sa chimio, où il vient se faire opérer. Tout ça, ça peut être sécurisant pour l'enfant. Oui, totalement. C'est vrai que du coup, pour rebondir au lundi de la parentalité précédent, enfin du coup du début du mois d'août, on a eu la chance d'avoir les témoignages hyper précieux de Claire et Anaïs qui sont deux de nos ambassadrices et jeunes mamans. Et il me semble que c'est Anaïs qui avait dit qu'en fait, effectivement, elle avait impliqué son enfant dans son parcours de soins dans le sens où elle lui a montré des images de son centre de radiothérapie. Ils ont pu y aller ensemble. Enfin voilà. Donc effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place et qui peuvent être comme tu dis, Marthe, très très bien sécurisante pour l'enfant, du moment que ça part de son besoin et que c'est possible. Donc ça, c'est toujours des choses qui peuvent être discutées dans vos centres de soins et être mises en place pour le bien-être de l'enfant et du coup de vous-même aussi si vous êtes en parcours de soins. Donc effectivement, c'est hyper Ouais, précis. ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est bien de rappeler, Sandra, que cette visio intervient dans la suite du témoignage Tout à fait. très parlant, voilà, de ces deux personnes qui étaient vraiment super. Oui, donc que vous pouvez retrouver évidemment aussi sur YouTube, lundi de la parentalité. Voilà, donc c'est celui du 4 août. Et du coup, et merci encore une fois de préciser tout cela. Et pour terminer, du coup, quel conseil simple est-ce que tu pourrais donner à une jeune maman pour prendre soin d'elle sans culpabiliser et concilier les exigences du traitement, le besoin de présence pour son enfant? Enfin, est-ce qu'il y a des choses vraiment aussi concrètement qu'on peut mettre en place à ce niveau-là? Oui, oui. En termes de conseils, c'est toujours un peu, mais bon, voilà, je vais essayer. Je pense que prendre soin de soi, c'est très important pour prendre soin de son enfant, hein. Avant tout, prendre soin de soi. C'est vrai que quand on est maman, on a tendance à s'occuper beaucoup plus de son enfant. Et en fait, il faut essayer aussi de penser
qu'en prenant soin de soi, on pourra s'occuper d'autant mieux de son enfant, écouter ses besoins derrière les émotions, comme on vient de le dire, se donner aussi la permission de demander de l'aide. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Et pourtant, quand on traverse une maladie grave, c'est complètement légitime de pouvoir demander de l'aide. Je dis souvent aussi, mais peut-être je vous laisse, Généreuse, reprendre la question avant d'aller plus loin. Peut-être il y avait d'autres questions. Non, il n'y a pas c'était Non, non. effectivement que du coup, voilà, comment concilier les exigences de traitement, besoin de prévoir pour son enfant, comment est-ce qu'en tant que jeune maman, on peut prendre soin de nous. Est-ce qu'il y a aussi voilà, des rituels, des moments qui peuvent faire du bien, où il y a un parent-enfant, et justement aussi, donc, tu parlais beaucoup des ressources et de l'aide qu'on peut avoir. À qui est-ce qu'on peut s'adresser si vraiment c'est trop compliqué, que c'est lourd, et quelles ressources, du coup, tu peux nous recommander, ou qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les jeunes mamans ou l'entourage qui se pose des questions, qui veut voilà, s'il y a vraiment un besoin, qu'il y a une détresse peut-être qui est identifiée, qu'est-ce qui existe comme ressource à ce niveau-là? Oui, alors je vais en effet reprendre juste de l'importance pour tes premières questions, l'importance d'expliquer, de passer par le visuel et la planification en fonction en fait des compétences aussi de l'enfant, de son âge. Hein. Il y a des enfants à qui il est nécessaire d'expliquer de façon visuelle les choses, d'autres de planifier, voilà, et toujours essayer de s'adapter à son enfant, d'aménager des temps courts et de qualité avec lui, et puis se dire que les proches, quand on demande de l'aide, les proches pourront être aussi des figures d'attachement qui seront un peu différents par la maladie de la maman. Voilà, il y aura aussi des objets d'attachement, des figures d'attachement, des personnes à qui l'enfant va s'attacher, avec plus de liens, voilà, ou d'autres liens. Donc tout ça peut être aussi positif hein, pour l'enfant. Et puis dans les rituels, alors il y a beaucoup de rituels qui peuvent être mis en place. Hein. Je pense au pot à pot quand les bébés sont tout petits. Hein. Ça c'est très très important. Le fait voilà d'avoir une relation très proche comme ça. Pour les tout petits, même s'ils n'ont pas accès à la parole, il peut y avoir un bain de parole comme ça qui est expliqué à l'enfant où voilà la maman est malade, elle explique que ce n'est pas de sa faute au bébé s'il y a tout ça, voilà, pouvoir expliquer les choses même si l'enfant ne répond pas nécessairement ou n'a pas accès à la parole. Tous les rituels sont sécurisants pour l'enfant, hein, l'histoire du soir, hein, tout ça c'est sécurisant. Et même quand ça n'est pas fait, il peut y avoir plein de choses qui sont relayées. Hein. Je pense, voilà, il y a des mamans qui utilisent une boîte à douceur, hein. C'est-à-dire qu'elles mettent des petites choses à leur enfant et tous les soirs, ils peuvent prendre quelque chose qui fait penser à la maman. Et ça peut, pour maintenir en fait un lien symbolique, hein, quand il n'y a pas de présence physique, ça peut aussi être une boîte à douceur pour la maman quand l'enfant est un peu plus grand, où il met plein de petites choses comme des pots à confiture avec des petits mots à l'intérieur, des choses comme ça. Quand il y a des séparations, quand il y a des hospitalisations, ça peut être aidant. Puis il y a les cahiers aussi, les cahiers du bonheur où on peut écrire ou dessiner des petites choses, voilà, pour le parent ou pour l'enfant, voilà, avoir un cahier chacun. Tous les gestes, voilà, du quotidien, tous les moments, voilà, sont précieux, hein, dans le lien et ils sont à essayer à vivre en pleine conscience, c'est-à-dire en étant vraiment très conscient de ce qu'on fait. Et souvent, la maladie donne aussi un état de pleine conscience, hein. Voilà, les événements et les choses du quotidien sont vues avec beaucoup plus de, je sais pas comment je pourrais dire, mais de, De recul, de perspective. ouais, tout à Et fait. oui, du coup, ça nous permet justement d'éviter de se projeter peut-être un peu trop vers quelque chose de passé ou de futur, mais effectivement de se dire, ben, aujourd'hui, c'est le jour qui compte et d'y aller étape par étape, ça peut aussi, enfin, étape par étape dans le parcours de soins, et donc du coup, vraiment de s'ancrer dans le quotidien avec ses enfants, effectivement, ça peut être très aidant, que ce soit pour l'enfant ou pour la jeune maman aussi. Donc effectivement, tout ça, ça peut être très précieux et Ouais, ça très prend du cool. relief. Ça prend du Tout à relief, fait. ouais. Et puis, ben, dans tout ce qui est les ressources, hein, évidemment, il y a les équipes de soins, les associations, les groupes de parole, l'entourage proche avec oser exprimer ses Mm. besoins, hein, et puis les psychologues, évidemment. Et puis, dans les dernières ressources qu'on peut citer, il y a
carnets, les journaux de bord avec les émotions. Il y a les livres pour enfants, suivant les âges de l'enfant. Il y a Ma maman est une pirate, les stratégies de Kikou. Enfin, il y en a plein d'autres, hein. Voilà, Mhm. ces deux petits exemples-là. La méditation, la respiration. Et puis, un podcast que j'ai étudié, oui, on peut dire ça comme ça. Écoutez, il y a pas très longtemps, et qui s'appelle Vulnérable mais pas coupable, qui peut être aussi une bonne piste Oui. de ressources. Tout à fait, merci de le préciser. Effectivement, c'est un super podcast qui a été écrit, il me semble, par trois psychologues, justement, du De centre. l'Oncopole de Toulouse. Exactement, merci. J'avais le centre de soins Mhm. de Toulouse, j'avais plus le nom, mais effectivement, de l'Oncopole. Et oui, oui, qui détruisent un petit peu les injonctions, justement, qu'on peut avoir en tant que jeune patiente ou jeune maman, ou en tout cas toute personne qui traverse un cancer, pour vraiment abattre ces injonctions de il faut être fort, forte. Il faut se battre à fond contre la maladie, rester positif, positif. Donc effectivement, podcast hyper riche et merci de le citer en ressources. Effectivement, si ça peut en inspirer quelques-uns, quelques-unes qui nous écoutent et plus largement, c'est toujours bon à prendre. Donc merci Mhm. infiniment. Merci Sandra. Marthe, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait quand même globalement le tour de la question. En tout cas, clairement, ce qu'on veut faire, enfin, ce qu'on veut véhiculer comme message, en tout cas, principaux dans ce webinaire, c'est que ce que vous ressentez en tant que jeune maman est bien évidemment légitime, qu'il n'y a pas de mauvaise maman dans cette situation, des mères qui font de leur mieux. Donc, comme tu l'as souligné à maintes reprises, c'est vraiment ça le principal qu'il faut retenir, et qu'il existe effectivement des ressources pour vous accompagner, que vous pouvez saisir tout au long du parcours de soins, même après. Voilà, donc vraiment, merci encore une fois vraiment pour ta présence, pour ces éclairages. On reste évidemment disponible donc par mail avec l'ététonnante@generose.com. Je le mets dans le chat. Si jamais vous avez Jeune et Rose, oui c'est ça, jeuneetrose.com, donc l'ététonnante tout attaché @jeuneetrose.com. Si vous avez la moindre question, sollicitation, on y répondra au mieux. Et Marthe Ducos co-anime également des visios dédiés à la parentalité en petits groupes dans le cadre de nos rencontres tétonnantes du coup entre patientes, entre jeunes patientes. Et c'est toujours des moments hyper précieux et qui font beaucoup de bien voilà, aux jeunes mamans qui se posent des questions sur comment parler de la maladie aux enfants. Tout ce qu'on a abordé finalement dans ce webinaire, bah, on prend le temps, enfin du coup, Marthe, surtout toi, prends le temps pendant 2 heures de discuter et de discuter du coup avec les patientes qui s'inscrivent et de vraiment essayer d'apporter un éclairage qui est toujours très très précieux. Et du coup, voilà, si jamais enfin, vous voulez être au courant de nos prochaines rencontres étonnante en visio, c'est sur le site internet jenerose.fr et sur Instagram aussi à Jenerose. Voilà. Un grand merci encore une Mhm. fois. Merci Sandra, merci à toutes et à tous.